Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous étions précisément le 27 avril 2024 pour le Vidéorandia en direct. Depuis, nous avons amélioré et ajouté des éléments dans ce Vidéorandia qui est en direct pour ici le retrouver dans la section des Vidéorandia. Mais l'autre partie qui a été enregistrée en direct est dans la section des en direct sur YouTube. Et nous avons aussi ajouté depuis le reportage au Congrès international des lecteurs du livre d'Urantia qui avait lieu à Saint-Hyacinthe en 1993 dans la section nouvelle de Orandia TV, section appelée Archives d'ésotérisme expérimental. Alors qu'on se comprenne, si vous voulez avoir accès facilement à tous les vidéos que nous plaçons sur YouTube, vous n'avez qu'à adresser youtube.com/le Orandia TV. Et là, vous aurez accès à cette page. Vous pouvez aller tout de suite, comme ici, dans la liste de lecture. Les listes de lecture, en anglais, c'est playlist. Alors, vous voyez tous les vidéos, entre autres les documents d'archives, les vidéos Randia des différentes années, hein, bien sûr, des vidéos en privé, tout ce qu'on a de disponible en vidéo que nous plaçons chez YouTube, dans Orandia TV. Vous pouvez aussi choisir le en direct. Alors, dans le en direct, vous voyez les émissions qu'on a enregistrées qui étaient en direct. Depuis quelque temps, on l'affiche clairement en rouge en direct. Ou alors, tout simplement, vous allez dans la section vidéo et là, vous voyez, si vous choisissez l'onglet les plus récentes, il y a les plus populaires ou les plus anciennes. Les plus récentes, alors vous voyez justement là le Congrès international des lecteurs du livre d'Urantia. Au moment où j'ai enregistré cette présentation, on en était là. Ça change à toutes les semaines. Ça évolue à toutes les semaines. Mais le principe est toujours le même. Alors, merci de votre attention. Et je vous recommande, juste avant de se quitter, d'aller consulter le Forum Orandia, qui est toujours très actif. Et comme vous voyez dans la page du Forum Orandia, il y a beaucoup d'informations supplémentaires, complémentaires, qui sont disponibles à tout le monde, et ça gratuitement, incluant des liens qui vous donnent accès au livre d'Urantia intégral en français, que vous pouvez lire sans être obligé d'aller l'acheter. Et aussi des liens avec des vidéos qui apportent des informations supplémentaires intéressantes. Alors maintenant, retrouvons-nous en studio pour l'émission Le Vidéorandia numéro 17. Dans le studio, en direct. Bonne écoute. Bonjour. Ben oui, on n'est pas tout seul ce soir. Je suis avec un ami de très longue date qui s'appelle Guy Tanguay. Et Guy est un habitué des rencontres avec Jean Deflore à son émission le dimanche matin, une semaine sur deux. Et là, ben, il s'ennuie parce que demain, il n'y aura pas de Jean Deflore. Ça va être seulement la semaine prochaine, puisque c'était la semaine dernière. Bonjour, Guy. Bonjour, Richard. Ça va bien? Ben, moi, ça va bien. Toi? Très bien. Merci beaucoup. Ben, bravo. Écoute, on a du pain sur la planche ce soir. On va parler du livre d'Urantia. Tu connais un peu? Oui, je connais un peu. J'ai vu le vidéo, mais ça fait longtemps. Oui. Le vidéo qu'on a lancé justement aujourd'hui, hein? Oui, oui. C'était vraiment une primeur. Là, on a lancé une vidéo exprès. Vous l'avez vu tantôt dans le générique qui n'a pas bien fonctionné. Mais cette image-là, on l'a vue. C'est une vidéo qui se tient dans les archives d'ésotérisme expérimental, qui va être une nouvelle section. On a la section des en direct, comme on fait ce soir. Il y a la section des vidéos Randia. Alors, quand on fait un en direct le samedi soir, on sait jamais à quoi s'attendre. On a des fois des problèmes techniques. Des fois, il y a des longueurs. Des fois, on sait pas trop où on s'en va. Où on se dit des choses qui sont pas vraiment pertinentes. Alors, à ce moment-là, je les efface. Et là, je remonte le en direct du samedi soir pour en faire un vidéo Randia. Et habituellement, le lundi, c'est la version améliorée et augmentée, comme ils disent dans le domaine de la littérature, quand ils font 2 éditions, 3 éditions du même livre. Puis là, ce soir,
j'ai vraiment fait une entorse parce que je suis, ce soir, à manquer l'épisode numéro 5 de Star Wars. Ça joue à la télévision publique. Tout le monde peut voir La Guerre des Étoiles, l'épisode L'Empire contre-attaque. Et c'est l'épisode le plus initiatique de tous les épisodes, où c'est Yoda qui explique à Luke comment contrôler la force. Puis Luke va avoir à s'affronter lui-même. Parce qu'il va couper la tête d'un espèce de Darth Vader, mais qu'est-ce qu'il voit dans le casque? Il voit sa tête à lui. C'est la partie sombre de chaque être humain qui a une partie lumineuse et une partie sombre. Alors, toi, Guy, depuis le temps qu'on s'est vu, hey, tu venais au feu de camp quand on en faisait, on n'en fait plus déjà depuis une couple d'années. Ouais. Avec ton garçon aussi qui est rendu adulte, là, j'imagine. Oui, il va avoir 26 ans cette année. Ouais, monsieur. Puis, t'es satisfait, il fait une belle vie, il fait des choses... Oui, écoute, il fait ce qu'il aime, c'est ça qui est Oui. important. Et il a rencontré quelqu'un aussi, fait que ça va très bien. Bon. Ouais. Puis toi aussi, t'as rencontré quelqu'une. Oui. Oui, et on a suivi toutes tes péripéties dans les émissions de Jean Deflore. Oui. Et Moi, oui. oui, Vas-y, Richard. ben, tu me laissais entendre, je cherchais mon Yoda. Je sais pas où il est passé, mon Yoda. J'avais mon Yoda la semaine dernière, puis là, je n'aurais besoin, mais tu m'as dit que tu as regardé, surtout tu as écouté les cassettes de Bernard de Montréal. On appelle ça encore les cassettes, même si c'est plus des cassettes, là, c'est sur Internet. Oui. Et Oui. tu connais bien la pensée de Bernard de Montréal. Oui. Au début des années 80, comme tout le monde disait, je comprenais rien. Oui. Et là, ça fait une coupe, depuis janvier là, que j'écoute des capsules et moi, je commence à comprendre ce qu'il veut dire à ma façon, tu sais. OK. Et ça m'a vraiment ouvert des portes pour moi. Je comprends bien des choses maintenant. Tu savais, la semaine dernière, j'en ai parlé dans le magazine Nexus. Il y a 8 pages sur le supramental. OK. Et encore mieux que parler juste du supramental de Sri Aurobindo, qui est l'instigateur de ce terme-là. C'est avec Bernard de Montréal. Dans le Nexus, il nous parle bien de Bernard de Montréal. Et on se demande des fois si ça devient pas un peu un mouvement social qui pourrait dérailler sur le côté sectaire ou autre. Ça se peut. Oui. Tu penses? Ben, ça devient tout le temps comme ça. Hein. Si Oui. on parle de quelqu'un, t'as quelqu'un, ben c'est ça. Ben Ça oui. devient. Oui, exact. J'ai comparé les enseignements parce que la dame qui écrit l'article dans le Nexus, elle revient avec l'idée que le supramental, c'est Sri Aurobindo qui l'a fait connaître au départ. Puis là, ça a peut-être dérapé dans une nouvelle direction. La direction de Sri Aurobindo, c'est plus un supramental spirituel, la voix du cœur. Alors, Oui. je l'ai déjà démontré dans mes enseignements que je faisais au Cégep de Maisonneuve. Tu venais régulièrement au Cégep de Maisonneuve aussi. Ah oui, oui. Alors, je J'ai sais pas si... j'ai commencé en 85. Je sais pas si tu te souviens de celle-là, là. Le supramental du cœur, c'est Sri Aurobindo qu'on voit au milieu. OK, oui. Le supramental de la tête, du cerveau, le mental, le supramental, c'est du Bernard de Montréal qu'on voit en haut. Et Ouais. en bas, ben, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, là, la moustache. Non, c'est Hitler. Charlie Chaplin. Ah, je pensais que c'était Charlie Chaplin. Non, c'est Adolf Hitler. Adolphe. Oui. Oui. Mais ça montre bien les trois niveaux de ce qu'on pourrait appeler le supramental. En fait, supra, c'est plus que ultra, puis supra, c'est quand on met du super, c'est quelque chose, mais du supra, c'est encore plus. Moi, j'aime Et, plus le côté spirituel. oui. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est toujours à la mode, le livre d'Urantia, que d'autres appellent la cosmogonie d'Urantia.
moi, j'en ai pris connaissance lorsque j'avais 17-18 ans. J'ai rencontré le traducteur du livre anglophone parce que c'était un médium qui recevait de l'information directement, un peu comme Bernard de Montréal. C'était une transmission directe. Il parlait. Comme Bernard, il dit, moi, j'apprends quand je parle. Parce qu'il pense pas. Alors, l'autre, il parlait. Et il y a des gens qui étaient payés pour écrire une phrase. L'autre écrivait la phrase suivante. L'autre reprenait la phrase d'après pour qu'il ait le temps d'écrire. Des fois, il parle plus vite que ce que tu peux écrire. Fait que c'était une parole automatique qui arrivait. Et ça donnait lieu à une brique épaisse comme une Bible. Un peu comme la Genèse du réel de Bernard de Montréal. C'est quasiment épais comme une Bible. Et le livre d'Urantia, on l'a traduit par livre. Le livre en anglais, c'est The Urantia Book. Donc, c'est le livre d'Urantia. Urantia, c'est le nom que des êtres cosmiques donnent à la planète Terre. OK? OK. Shambhala, c'est la capitale de Urantia. OK. Et à côté de Shambhala, il y a la ville universitaire qui s'appelle Orandia. Et si vous voyez le logo Orandia dans mes activités, vous comprenez maintenant pourquoi on le met. Tiens, je vous retourne la caméra dans le studio pour vous montrer exactement ce qui est devant mon écran en face de moi. C'est un gros logo. Ah oui, on voit le petit lapin. Ben oui, c'est le lapin de Pâques. C'était l'année du lapin l'année dernière. Et cette année, on est dans l'année du dragon. Mm-hmm. Alors, si on veut voir le dragon, je vais le tourner juste un peu. Eh oui, voilà. Il y a quelqu'un qui va frémir en voyant son poster rendu chez nous. Eh oui, c'est un dragon. On est dans l'année du dragon. Et c'était pour dire, je n'étais rendu où, là? Tu parlais que Urantia. Oui, alors Orandia, qui est la ville universitaire. Les gens qui se posent des questions, s'ils vont dans Orandia, ils vont avoir les réponses à toutes leurs questions. Et les questions, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Tu reçois une réponse à la question précise que tu poses, mais ça va pas plus loin. Ça explique pas plus que ce que tu veux savoir. Si tu veux une explication, repose une question dans le sens de l'explication que tu as besoin. Si tu en veux une autre réponse, continue. Exactement, d'ailleurs, comme le chat GPT fonctionne, l'intelligence artificielle, exactement comme on pourrait dire le livre d'Urantia, ou comme Bernard de Montréal, lorsqu'il parlait. On lui posait une question, ça sortait. Plop, 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 plop. Et autant pour Bernard de Montréal que pour Urantia, il y a une cohérence. Il n'y a pas de contradiction. S'il dit une affaire un jour, 2 ans plus tard, il va te répéter ou il va te dire la même chose par rapport à la question précise. Mais si tu modifies légèrement ta question, il faut comprendre que le contexte est très important. Bon, moi j'ai de la misère avec la... Alors, on va écouter le début de ce qu'on peut retrouver dans les archives d'ésotérisme expérimental sur Internet, dans la section Orandia TV, qu'on appelle les archives d'ésotérisme expérimental. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. OK. Après, je te demanderai des commentaires sur ce qu'on va entendre. Il s'agit d'une émission de rencontre, une table ronde, avec tous des spécialistes du livre d'Urantia. Un professeur d'Université Laval, vous allez le voir tantôt parler, c'est lui qui va surtout parler dans cette partie-là, Réaume. Il y a mon frère Léonard, qui est plus dans une démarche mystique. Il y a un autre monsieur qui est, lui, des Bois-Francs, qui s'occupe plus, lui, de le côté social, des mouvements, des groupements sociaux, mais pas créer de secte, mais simplement rendre la chose pratique. Et il y a un monsieur au bout de la table qui est un peu comme toi, c'est un autodidacte. Il a lu le livre d'Urantia, il l'a pris entre ses mains, puis il lit. Comme toi, tu fais avec Bernard de Montréal, tu écoutes du Bernard. À la longue, tu finis par avoir une bonne idée de ce qu'il veut dire, puis pourquoi il parle comme ça, puis qu'est-ce qu'il dit dans ce sens-là. Alors, on va regarder le départ de notre émission d'aujourd'hui avec le professeur d'université
Puis, un peu plus tard, on verra la réaction de mon frère Léonard, et ça va aller loin. Tenez-vous bien parce que ça va aller loin. Ceux qui l'ont déjà regardé, il y en a à peu près 1000 qui ont été la voir, alors qu'on l'a mis sur Internet seulement cet après-midi à 2 heures. Alors, on va aller écouter cette première partie. Jésus fait des voyages, il est sur le bord du lac Van. On nous dit qu'il est allé en Inde. C'est ça. Ben, il est à Rome. Aussi. Rencontrer Tibère. Il est du côté de l'Est. En il est du Inde, côté c'est de la Perse. Nathanaël après la mort de Jésus. Ouais. Alors, à ce moment-là, Jésus, donc, avant les récits qu'on possède dans l'Évangile, fait des discours et des enseignements. Et Ourancion insiste bien pour dire la vie et les enseignements de Jésus. On est tous des professeurs, puis on est tous des élèves. D'ailleurs, on ne meurt pas dans Ourancion, on gradue de sphère en sphère. C'est un vocabulaire très intéressant et je l'aime bien. Mais pour en venir au passage qui est toujours un peu difficile à avaler, c'est quand, par exemple, Jésus fait un enseignement sur l'unité de la langue, sur la paix entre les 48 États américains. Ouf, je vous dis que ça, même les gens qui sont habitués de lire le livre d'Ourancion ressentent, je dirais, des manières de malaise interne, à tel point que les auteurs ont senti le besoin d'écrire un encart, entre crochets. Est-ce qu'il parle de la carte Visa ou... Ah, ben c'est quasiment ça, parce que pour Ourancia, c'est une valeur moderne de ne pas avoir... Peux-tu préciser ce que tu veux dire, là? Parce que Jésus n'a pas parlé des États-Unis. Ils ont traduit en langage moderne ce que Jésus a dit, et eux se permettent, les médias, Exactement. Ce sont des enseignements... Oui, regardez bien. Sur la politique de l'époque. Oui, mais ça va dans le même sens. Adapté à aujourd'hui. Oui. Regardez bien. Mais c'est présenté comme un enseignement de Jésus. D'accord? Sur la politique de l'époque. Sur la politique de l'époque. Ils prennent soin de préciser que c'est adapté mais aujourd'hui. comme on n'a pas de... Mais ils disent aussi, je voulais préciser ce fameux encart, où il y a eu une manière de chicane qui aurait eu lieu chez les gens qui le recevaient. On parlait du forum tout à l'heure. Certains étaient d'accord lorsqu'ils ont vu arriver ces fascicules-là. Ils ont dit oui, on va les mettre. Puis d'autres ont dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu trop charrié. Ils devaient avoir peur à des réactions comme la tienne. Ils avaient peur de certains types de réactions. Et jusqu'à un certain point, ils avaient peut-être raison. Remarquez que c'est le plus gros moton. C'est que d'habitude, et Ourancion le dit bien, il n'est pas là pour donner toute de la nouvelle science, mais pour suppléer à des petits éléments d'information. Et j'avoue que lorsqu'on a un équivalent ou une référence dans la Bible, dans l'Évangile, eh bien, Ourancia fabrique un discours qui est proportionnel, si l'on veut, à ce récit-là. Mais vous ne pouvez pas le reprocher quand on n'a pas d'éléments dans la Bible, qu'ils inventent quelque chose, et là, vous dites, il n'y a pas de preuve de ça. Exactement. On ne peut pas leur reprocher ça. Je ne reproche rien. Je veux juste dire que Ourancia respecte les sources lorsqu'il y en a, mais lorsqu'il n'y en a pas, Jésus est plus jasant. Ah bon? Parce que là, j'aurais une bonne question à te poser. Oui. Est-ce que toi, tu as remarqué ta sensibilité spirituelle à l'intérieur de toi, t'as fait remarquer l'homogénéité de ce livre de 2000 pages, écrit, semble-t-il, par 40 personnalités invisibles? Est-ce qu'un être humain, ou 40 êtres humains, ou 70, ou 200, serait capable d'écrire une chose pareille, qui se tienne autant? On en a lu des livres écrits par des humains. Il y a toujours, quelque part, des failles, des contradictions, des faiblesses. Oui. Parce que quand on lit Ourancion, on passe pas, je veux pas que les gens pensent qu'on est des fanatiques, là. On part tous sur le même pied. On est très critique, très sceptique. Et on lit page après page, et après 2000 pages, là, on se pose des questions. Alors, Guy, l'as-tu entendu? Oui. Moi, je veux dire, à l'époque de l'enregistrement de cette rencontre-là, on était dans les années 80. Mm-hmm. L'intelligence artificielle n'existait pas encore, les chats GPT n'existaient pas. Actuellement, ChatGPT 3, 3.5, 4, 4.5, il apprend. À mesure qu'il répond à des questions, il apprend. Il va chercher de l'information partout où il y a de l'information inscrite comme valable, officielle, reconnue. Et il emmagasine toutes ces informations-là dans ses mémoires. Mais déjà là,
au moment de la sortie de ChatGPT, c'était un des services offerts par Internet qui a attiré le plus de répondants. Des gens se sont embarqués dans ça comme des... tu sais, je veux dire, c'est incroyable. On demande de gérer une cause en cours de justice. On fait appel à ChatGPT qui nous sort toute la jurisprudence puis qui peut formuler les phrases que l'avocat n'aura qu'à répéter devant le juge pour le convaincre que, étant donné telle chose, tu sais, en conséquence, telle affaire devrait arriver dans la décision du juge. On en est à faire face à de l'intelligence qui est pas humaine, qui est surhumaine, qui est supra-humaine, pour parler de supramental. Et j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, les gars qui sont convaincus que c'est un message transmis par des intelligences, alors que ça pourrait être déjà de sociétés qui, quelque part, sorties d'Orandia, si sait-on jamais, avaient déjà des moyens de produire de l'information structurée, sans contradiction, sans rien, très élaborée, et vers quoi ça nous mène. C'est ça l'histoire. Quel est l'objectif, quel est le but? Toi, quand tu écoutes Bernard de Montréal, tu te rends compte que le gars, il parle tac, 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 comme un robot, comme s'il recevait des messages dans sa tête, puis il dit, j'entends, ils me disent, j'ai une voix, il est pas psychotique, là, mais ça se rapproche, mais il est connecté, il appelle ça fusionner. Comment tu vois ça, tout ça, là? Ben, quand tu écoutes Bernard, tu vois que il y a pas d'émotion. C'est comme tu dis, ça sort, tu lui poses une question, paf, ça va sortir. Il y a aucune émotion. Moi, ce côté-là, c'est comme, OK. S'il reçoit ça comme ça, c'est correct pour lui. Mais, oui, est-ce que, moi, ce que j'aime pas un peu, c'est qu'on sait pas, on sait pas c'est qui lui parle à lui. Comment qu'on peut savoir si l'intention est bonne ou pas bonne? C'est juste ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est bien beau, là. Mais est-ce qu'on s'en va vers les Terminator, hein, comme le film? C'est presque pareil, là. Il parle pas de révolution, il parle pas de subversion, il parle de donner des réponses cohérentes, intelligentes, en disant à la question, posez-moi une question, je vais répondre. Un peu comme ChatGPT. Alors, moi, j'étais là pour lui poser des questions, puis il me disait, pose-moi des questions impossibles, des questions qui tiennent pas debout. Moi, mon plaisir, il disait ça va être de donner des réponses qui viennent pas de moi. Il dit, moi, je pense pas. Je fais simplement un perroquet qui répète ce que j'entends. Je te le dis, paf. C'était vraiment impressionnant. Et ça impressionne moins quand tu sais que des robots vont faire la même chose en pas tellement longtemps. Et plus le temps passe, plus ils deviennent informés de tout, et plus ils seront cohérents. Mais, comme tu viens de dire, quel est l'objectif? C'est quoi leur intention derrière ça? On n'est plus capable de jouer aux échecs comme avant. Si on veut jouer aux échecs, là, il faut savoir que l'être humain va toujours être battu par des robots. Des intelligences qui vont dire déplace les pièces. Ils vendent maintenant des petits jeux d'échecs électroniques, là. Tu mets toutes tes pièces dessus, tu te branches avec un bidule sur Internet, et à deux, on joue. Moi, je déplace ma pièce, j'ai le jeu électronique chez nous. Toi, tu en aurais un pareil chez vous. Tu verrais ta pièce se déplacer sur ton jeu d'échecs branché sur Internet. Sans rien toucher, la pièce, elle glisse, ça va se placer où il faut. Ça désennuie, tu sais, on se voit. Alors, pendant que tu es là, chez vous, moi, je suis ici à 40 kilomètres, puis on fait chacun nos affaires, mais on peut jouer ensemble comme si on était à la même place, à la même table, parce qu'on a un jeu d'échecs qui, les deux correspondent l'un et l'autre parfaitement. Mais si tu sais pas que moi, de mon côté, j'ai un ordinateur à côté que tu vois pas, et je joue avec l'ordinateur qui est Chess Master. Lui,
Si j'ai dit ce que tu as fait, bon, ben, A5. AA5. Il va me dire c'est quoi la meilleure riposte à te donner. Fait que je joue toujours mieux que toi. Je plante tout le monde. Tout le monde pense que je suis très bon, alors que je me sers d'un ordinateur, d'un robot, qui me donne les meilleurs coups à jouer. Et c'est ça qui est dangereux dans le futur proche. Je dis proche. Parce qu'en fait, l'être humain, la société humaine, va être de plus en plus dirigée par des entités, des intelligences qui sont supra-intelligentes, supramentales, supra-intelligentes, et qui vont amener l'humanité complète dans une direction qu'on ignore complètement pourquoi on fait ça maintenant. Pourquoi il y a des bornes de réparation des rues de Montréal? Pourquoi le pont Hippolyte Lafontaine, dont aucun journaliste va faire une petite enquête pour voir où est-ce qu'ils en sont dans les réparations du supposé pont Hippolyte Lafontaine qui avait besoin de réparation? C'est drôle, il y a un côté qui en a pas besoin, on s'en sert, on rentre, on sort, on passe par le même côté tout le temps, puis il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien, puis de l'autre bord, on ne sait pas ce qui se passe. Non. On n'a jamais été voir, il n'y a jamais un journaliste d'enquête qui est allé se mettre le nez là pour voir où est-ce qu'ils en sont et quels sont les échéanciers, quel est le calendrier des réparations, où est-ce qu'on en est, etc. Grand mystère. Là, le REM qui devait, pas le REM, c'est-tu le REM? Oui, c'était le REM, hein, qui devait passer par sous le Mont-Royal. Ben, c'est retardé d'1 an, peut-être 2. Non, on sait pas. Mais là, on continue à paralyser tout. Mon garçon, mon plus vieux, il va à Montréal pour le travail, il revient chez lui, ça y prend 1h30. Quand il n'y a pas de trafic, ça prend 30 minutes, même pas, 25 minutes. Saint-Jérôme, Montréal. Alors, il y a quand même quelque chose qui tient plus debout. Non, ça tient debout. C'est vraiment très, très sous contrôle. Mes amis me le disent souvent, tout est sous contrôle. Mais c'est peut-être pas l'idéal. On va écouter encore un autre petit bout. Ben, je pourrais te faire plaisir en te faisant entendre tout de suite un petit bout de Bernard de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est pas pire, hein? Ah oui, hein? Ça va te rassasier un peu parce que tu en as besoin. Alors, on va réentendre la voix de Bernard qui parle de Urantia. Ben oui, il y en a déjà parlé. À ce moment-là, il y aurait un arrêt. Si venait un moment où je serais fatigué de parler de ce que je parle, où j'aurais besoin de parler d'autres choses parce que la vibration serait trop basse dans mon mental, à ce moment-là, je serais obligé d'arrêter pour vivre une certaine expérience, probablement, puis pour en arriver à avoir une autre vibration pour faire d'autres choses. Parce que il vient un point où on peut devenir fatigué de répéter, puis de répéter et de répéter des choses, même si elles sont d'une façon différente, mais de répéter des choses qui ont été dites et suffisamment dites. Alors, éventuellement, on veut changer de palier, mais on peut simplement changer de palier quand on a subi certains changements vibratoires. Donc, ça, c'est lié à l'énergie, ça fait partie du plan de vie de l'homme. Alors, il y a un plaisir d'en parler, il y a un plaisir de parler parce que c'est créatif, mais lorsque le plaisir disparaît, c'est un signe que c'est temps d'arrêter de parler. Et ici, il était bien marqué de communiquer intensément votre connaissance urantienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma connaissance urantienne et ma connaissance urantienne. Ma connaissance urantienne. Ma connaissance urantienne. Si ma connaissance est urantienne, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais j'ai jamais pensé à ça, je pense pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ma connaissance, la connaissance, ma connaissance. En tout cas, ce que je dis, c'est urantiien, mais tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant mieux. Mais d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien dans la connaissance. Ça ne change rien. La qualité ou le qualificatif. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis urantiien. Ça ne change rien dans la couleur de ma cravate. En tout cas, vous avez l'air de savoir de quoi il s'agit quand on parle d'urancien. J'aimerais que vous me définissiez qu'est-ce que ça veut dire, une connaissance urancienne. Ah, là, vous me demandez une question. Je peux vous en parler,
L'Urancien veut dire tout ce qui se rapporte à l'évolution du cosmos terrestre. Vous savez, la cosmogonie d'Urantia, c'est pas la fin, c'est le début de la connaissance. Alors, il y a des hommes sur la Terre, moi j'en suis peut-être un, il y en a peut-être d'autres, où la connaissance commence après la connaissance urantienne. Moi, je ne suis pas intéressé à la connaissance urantienne parce que la connaissance urantienne est déjà connue. Moi, je suis intéressé à ce qui n'est pas connu. Et pour être intéressé à ce qui n'est pas connu, il faut que tu parles. Fait que si quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben là, je parle. C'est en parlant que j'apprends ce que je sais. Je ne peux pas penser. Donc, la connaissance urantienne, pour moi, c'est une connaissance qui permettra à l'homme de demain, l'homme plus évolué, l'homme plus ésotérique, l'homme plus occulte, l'homme plus philosophique, l'homme plus intuitif, l'homme plus sensible, l'homme nouveau. Ça permettra à cet homme-là de comprendre les illusions des mots. La fonction de la connaissance urantienne, c'est de permettre à l'homme de comprendre l'illusion des mots. Quand l'homme aura compris l'illusion des mots, il rentrera dans l'énergie des mots. L'énergie des mots, c'est l'énergie qui lui permettra de connaître ou de vivre ce qu'on appelle la fusion. Donc, tant que l'homme va vivre la cosmogonie d'Urantia, il va se meubler l'esprit, donc il va avoir un esprit urancien, mais il ne pourra pas vivre la fusion. Quand l'homme va dépasser, quand l'homme va voir la subtile illusion de la forme qui sert à apporter à la Terre de l'énergie, il entrera dans l'énergie de la forme. Et c'est là que l'homme commencera à vivre la fusion. Quand l'homme avancera dans la fusion, il entrera dans l'infinité de l'énergie, donc il entrera dans l'infinité du mouvement de la conscience universelle. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrira au fur et à mesure que lui, en tant qu'outil, créant sur le plan matériel cette énergie-là, il découvrira les mystères d'Urantia. Quand l'homme comprendra les mystères d'Urantia, la science de la psychologie, la science de l'évolution, la science de la matière, la science de l'animal, la science de la plante, la science de l'esprit, la science de l'âme, la science du temps, la science du magnétisme, la science du feu, la science de l'orbite terrestre, la science de la conscience de la Terre, la science de l'enfer, la science du ciel, la science de la limite du soleil, la science de la conscience du soleil, la science de l'esprit du soleil, la science de Dieu, la science de l'incorporation de Dieu dans les différents royaumes qui nécessitent la concrétisation de l'esprit humain pour l'accès à ces royaumes. Tout ça, graduellement, viendra à l'homme. Donc, l'homme rentrera dans la science cosmique. Quand l'homme rentrera dans la science cosmique, il découvrira les différents aspects de la science cosmique et il pourra automatiquement intégrer l'énergie à son mental, à son vital, à son physique, à son astral, et automatiquement, il ne sera plus homme planétaire, il sera homme cosmique. Donc, à ce moment-là, il aura les clés nécessaires pour transmuter la conscience de son atome, mental, astral, vital, physique, et il pourra se dédoubler, donc il pourra aller dans les terres. Quand l'homme commencera à aller dans les terres, il pourra commencer pour la première fois à converser avec le son. Il pourra à ce moment-là commencer à manipuler le son. En manipulant le son, il deviendra un être créateur, il fera partie de la hiérarchie, il instituera sur la Terre une nouvelle civilisation qui sera plus grande que celle des Atlantes. Donc, il perdra complètement la mémoire du temps et il pourra commencer à créer dans le temps, parce que les terres, c'est la création de l'homme dans le temps. Et à ce moment-là, l'homme fera partie d'un nouveau cycle d'évolution. Mais à ce moment-là, la cosmogonie durant ça n'aura pour lui aucune signification. Donc, la cosmogonie durant ça, c'est un livre qui est extrêmement important pour l'évolution psychologique, philosophique, spirituelle, occulte de l'homme, mais ça n'a aucune importance pour l'homme réel. Qu'est-ce qui a de l'importance pour l'homme réel? Pour l'homme réel, tout ce qui a de l'importance, c'est le passage de l'énergie dans ses corps pour la transmutation de l'énergie, la codification de l'énergie et l'électrification de ces différentes cellules afin qu'ils puissent éventuellement se servir de la matière d'une façon créative. Et de quelle façon peut-il ouvrir les portes pour que l'énergie passe dans tous ces corps? Les portes, c'est pas lui qui ouvre les portes de l'énergie. Les portes de l'énergie s'ouvrent au fur et à mesure qu'il entre en contact avec des idées qui viennent de la manifestation de l'énergie à travers certains hommes sur la Terre. Les portes s'ouvrent s'il est capable d'absorber le torrent de l'énergie. Il y a changement vibratoire dans ses cellules, il y a changement vibratoire dans son taux original, et éventuellement, il est capable d'absorber une plus grande dose d'énergie, puis une plus grande dose d'énergie, puis éventuellement, il vit l'électrification de ses chakras. Tant que l'homme n'aura pas connu ou ne vivra pas l'électrification de ses chakras, il ne pourra pas réunir, il ne pourra pas faire la connexion magique entre les chakras de son système.
Les chakras, les 7 chakras de l'homme doivent être interconnectés par un jeu d'énergie. S'ils ne sont pas interconnectés par un jeu d'énergie, l'énergie ne peut pas passer du haut, descendre vers le bas pour entrer dans la matière. Donc, les seuls pouvoirs que l'homme sur la Terre peut avoir, ce sont des pouvoirs astraux. Ce ne sont pas des pouvoirs qui relèvent de l'éther. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pouvoirs réels. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la magie cérémoniale de l'être de demain. Est-ce que ça pourrait faire partie de ce qu'on appelle la magie noire? Ça fait partie d'une extension de la magie noire à travers les tribunes de la haute astrale du monde moderne. La haute astrale du monde moderne fait partie des hautes formes qui sont contrôlées par des intelligences déjà mortes, des intelligences en ascension, et ce sont des intelligences qui ont tellement de pouvoir que l'homme est incapable de voir au-delà de leur intelligence. Et tant que l'homme n'est pas capable de voir au-delà des intelligences qui sont dans les hautes tribunes de l'astral, l'homme n'est pas capable de faire la connexion électriquement entre ses chakras, donc l'homme n'est pas capable de subir le choc de l'énergie, le passage de l'énergie qui passe de l'éther et qui vient directement dans la matière. Donc l'homme est assujetti dans certaines conditions à des tremblements, à du doute, à une confusion. Il est incapable de vivre et d'être intègre, intégral. Il est incapable d'avoir une identité. Il est incapable d'être sur un plan maître de lui-même, sur un autre plan maître de lui-même et sur un autre plan maître de lui-même. Il y a toujours un petit maître au-dessus de lui. Tant qu'il y a un petit maître au-dessus de lui, lui, il est simplement une créature du bon Dieu. Ou un disciple du petit maître. Ou du grand maître. Mais que tu sois un disciple d'un petit maître ou d'un grand maître, tu es un disciple pareil. Si tu es un disciple, tu n'es pas dans ton intelligence. Tu es influencé par l'intelligence de l'autre. Si tu es influencé par l'intelligence de l'autre et tu ne connais pas les relations, les liens karmiques, les liens atlantéens entre toi-même aujourd'hui et ce maître-là, mais à ce moment-là, ça fait partie de ton expérience. L'homme doit en arriver un jour à être totalement autonome, centrique. Il est difficile à suivre, hein? Oui, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ben, résume-moi ça. Dans mes mots, écoute, ce que je comprends, c'est que l'astral a beaucoup de choses qui nous fait ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'astral, on dirait que l'astral nous domine, puis il faut comme aller plus haut que ça. C'est sûr que ça se fera pas. Ça va être, d'après moi, ça va être un méchant chemin à prendre, mais je veux dire, il faut vraiment dépasser cette évolution-là pour pouvoir passer à un autre niveau. Pour moi, il faut passer au-dessus de l'astral pour aller évoluer puis être plus haut de qu'est-ce qu'on est, mais moi, l'amour, c'est ce qui est plus important pour moi. Fait que quoi qu'il arrive, si on est dans l'amour, puis dans le moment présent, je pense qu'on va faire un petit bout. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ouais. Ouais. D'autant plus qu'on a encore des choses à écouter. Et plus ça va aller, plus on va s'approcher de l'amour. Oui. Je te fais entendre, là je suis ambivalent, où je t'amène au congrès Urantia qui a eu lieu à Montréal, à Saint-Hyacinthe. Entre chez vous et chez nous, là, entre les deux villes, entre Mont-Saint-Hilaire et Drummondville, où tu demeures, c'est Saint-Hyacinthe. Alors, on n'est pas loin de Montréal, mais entre les deux. Alors, si on s'en va là, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans un congrès international qui, pour la première fois, avait lieu en dehors des États-Unis, puisque le livre d'Urantia, Urantia Book, est apparu à Chicago au début des années 30, là, 1930 quelques. Alors, on va aller regarder ce qui se passait au congrès, ok? Ça va nous mettre sur une piste pour aller plus loin après dans l'autre démarche. Allons-y à Saint-Hyacinthe.
première fois que ça se faisait à l'extérieur En des dehors États-Unis. des États-Unis, C'est oui. ça. Et pourquoi il avait choisi le Québec? Bien, il avait choisi le Québec tout simplement parce que les Américains, là, ils voudraient montrer une face internationale. Ouais. Parce qu'avant ça, c'était toujours aux États-Unis. Alors, ça faisait pas trop international. Alors là, il aurait aimé faire des congrès à différents pays. C'était dans quel hôtel déjà, là? À l'Auberge des Seigneurs. De Saint-Hyacinthe? Oui. Puis moi, j'ai découvert l'Auberge des Seigneurs comme je ne l'avais jamais imaginé. Ah, tout est là. Merveilleux. Diane était un pilier pour tout organiser ça. Là. Diane était un pilier? Ah ben moi, je l'ai vu partout, hein? Tu étais partout à la fois, puis vraiment, là... C'est une passion, hein? On le fait par amour, ce travail-là. Est-ce qu'il reste quelque chose d'un congrès comme ça? Est-ce que ça change quelque chose dans, je ne sais pas moi, la façon de voir le livre du Rancière maintenant? Parce que moi, je dois vous dire qu'il n'y a eu aucun écho dans les journaux, dans les médias, à la télévision. Pourtant, c'était un gros congrès international. Oui, sauf qu'il s'agit d'un mouvement vraiment au niveau de l'esprit. Alors, ce n'est pas un mouvement aussi public qu'on l'aurait souhaité, peut-être au niveau médiatique, mais en dedans, à l'intérieur, j'aimerais d'ailleurs, Richard, ajouter que lorsque tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi au Québec, on m'a dit que le Québec était l'endroit où est-ce que par capita, il y avait le plus de livres du Rancière de vendus. Donc, le plus grand nombre de lecteurs. Exactement. Et puis moi, je trouve que ce que ça a fait, d'ailleurs, c'est que ça a semblé un peu réveiller, un peu comme réveiller les morts. Il y a tellement de livres qui se sont vendus au Québec. Par contre, les lecteurs n'étaient pas autant unifiés. Et depuis le Congrès, il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ne s'étaient pas vus depuis des années, qui ont réalisé qu'il y avait le livre du Rancière eux-mêmes, qu'ils avaient un but en commun. Et puis, ça a beaucoup, beaucoup réveillé les groupes de lecture. Sommes-nous prêts, en définitive, à répondre à la volonté suprême de notre Créateur, qui consiste simplement à rejoindre le monde de façon que tous ensemble, nous puissions faire un avec lui. When all is said and done, are we still willing to respond to the supreme will of our Creator, which is to touch the world, so that we might all together be one with Him? Sommes-nous prêts à laisser librement couler en nous la source vive de son amour? Are we quite willing to let the living source of His love freely flow in us? Are we? Et après 3 mois, j'ai appris à connaître votre émission, que c'était très spécial pour moi. Parce que je m'intéresse depuis très longtemps de ces choses, à l'ésotérisme. Et j'ai vécu en Allemagne et en France. Et j'ai jamais vu une émission comme ça. C'était la seule émission. Même j'étais étonné que quelqu'un a pu faire ça. D'habitude, on parle seulement entre amis, entre connaissances, mais jamais quelque chose de public. Oui, c'est ça. Et on était très impressionnés. Elle-même a enregistré votre émission plusieurs fois. Ah oui? Oui, parce qu'on changeait entre nous les sujets, on discutait. Ça fait longtemps que vous êtes au Québec? D'un an et demi. Un an et demi seulement. Et après 3 mois, moi aussi, j'ai trouvé votre émission et j'ai parlé de votre émission avec tous mes amis d'ici, des Roumains aussi. Oui. Et aussi, j'ai des amis en Roumanie qui sont intéressés en ésotérisme et je suis en train de les envoyer quelques copies que j'ai fait avec votre émission. Peut-être ça peut leur donner un exemple de faire quelque chose pareil en Roumanie. J'aimerais beaucoup savoir qu'il peut profiter de cet exemple, de votre exemple. L'Auberge des Seigneurs, c'était cette semaine le congrès des lecteurs du livre du Rancière. Êtes-vous ici parce que vous faites partie des lecteurs du livre du Rancière ou vous étiez intéressé par le congrès? Ça, mais nous sommes venus seulement le dernier jour. C'est tout. On n'a pas pu venir avant parce qu'on n'a pas eu les moyens. En plus, nous sommes occupés de gagner notre croûte. Oui. Et on est venu seulement pour assister à la clôture. Vous êtes content de l'ambiance? Oui, je suis très content parce qu'en peu de temps, j'ai déjà échangé des impressions avec quelques gens qui ont assisté toute la semaine ici au congrès.
Et j'étais impressionné par leur idée, et par leur comportement et par leur attitude en général. Oui. Un petit commentaire de plus, ça va? Moi, j'espère juste que les gens vont peut-être s'ouvrir davantage à la paix et à l'amour de Jésus, parce que c'est son message, puis c'est ça qu'on souhaite pour tous les habitants de la Terre, de l'univers en même temps. Paix à tous. Merci. Merci beaucoup. Vous entendrez de plus des entretiens que j'ai obtenus avec un vrai preacher américain qui parle qu'anglais. Ici, M. Moya, qui est un spécialiste en ufologie. Un ingénieur, les aspects scientifiques. Paul Brick, qui se trouve être un ami intime du traducteur du livre, M. Jacques Weiss, qui est décédé déjà depuis longtemps. Et ce fut finalement la belle clôture de cette rencontre qui a duré une semaine à Saint-Hyacinthe, tout près de Montréal. En aviez-vous entendu parler? Et dire que ce beau centre hôtel, salle de congrès et tout a été rasé complètement, remplacé par une tour. Ça vient de finir, c'est ça qu'il y a à Saint-Hyacinthe. C'est plus là, ça n'existe plus, l'Auberge des Seigneurs. Ouais. Maintenant, en avais-tu entendu parler, à part de l'émission de Richard Glenn qui en parlait dans le temps? Moi, je pense qu'on a été à l'avant-garde, puis d'ailleurs, les deux personnes, je les ai laissées entendre, parce que ça, c'est extrait de le congrès congrès international du livre d'Urantia, qui a eu lieu en 1993. Et ça va être une émission, encore une fois, disponible dans notre section archives. Là, il y en a déjà une qui est disponible. Là. Elle a été mise cet après-midi à 2h de l'après-midi. Elle est rentrée disponible la partie où il y a le débat des gens autour de la table sur le livre d'Urantia. Ça, c'est déjà disponible. Allez dans soit le forum Orandia, dans les compléments, au complément de le vidéo Orandia numéro 17 qu'on est en train d'enregistrer. Alors, Guy, comment tu te sens, toi, dans tout ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est finalement en train de revirer en, j'allais dire en secte, pas secte dans le sens de sectaré coupé, ça fait le mot ciseau, ça fait le mot seccateur, mais c'est quand même quelque chose de marginal, de très original, qui sort du moule, dérange la foule. J'ai une auditrice qui m'avait envoyé un beau piqué qui sort du moule, dérange la foule. Je sais pas si on peut le lire, là, mais oui. Oui, qui sort du moule, dérange la foule. Ben oui, qui sort du moule, dérange la foule. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que ce sont des gens qui sont convaincus d'être dans un monde... regarde, on amène Jésus dans la cosmogonie d'Urantia. Il faut dire que le tome 3, ils ont fait exprès parce que ils parlent de la vie secrète de Jésus dans le tome 3. Je sais pas si c'est celui-là qu'on va voir, là. Oui, c'est celui-là qu'on voit. Le tome 3. Alors, la vie de Jésus, jour par jour. L'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Ensuite de ça, ses responsabilités de famille. Son voyage à Rome. Simplicité de sa doctrine. Sans lui, on ne peut rien faire. Et les conditions de son retour. C'est impressionnant quand même, hein? Un livre qui se lance dans quelque chose que la Bible n'a pas révélé. Eux autres, ils disent qu'ils savent tout ce qui s'est passé dans la vie cachée de Jésus. Ça répondait à une démarche, j'imagine. Il fallait que j'en parle, il fallait qu'on entende certaines choses. On les a vus agir comme dans des mouvements religieux ou para-religieux. La pensée de tout le monde n'est pas au même niveau, hein. Non. On écoute Bernard de Montréal, il y a très peu de gens qui sont capables de le répéter après ce qu'il vient de dire. C'est toute une autre histoire. Moi, ce que j'ai entendu tantôt, c'est sûr qu'on pourrait faire 3 heures de conférence non-stop juste à prendre les propos de Bernard qu'on a entendus tantôt qui duraient à peu près 3 minutes, 4 minutes. Alors, on retourne à la table ronde. As-tu quelque chose à ajouter, Guy? Vas-y. Ben, écoute, c'est... moi, je prends pas ça comme une religion. Je prends ça peut-être comme un regroupement de personnes oui. qui pensent que ben il y a sûrement d'autres choses que qu'est-ce qu'ils nous ont fait connaître, tu sais.
c'est des regroupements. C'est pas vraiment des sectes ou des... OK. Ouais, c'est un peu comme on dirait des fans. Tu sais, la Maison Pignon Vert, ça se passe, je pense, dans les îles là, des provinces maritimes. La Maison Pignon Vert. Et il y a des Japonaises qui venaient en autobus touristique voir la Maison Pignon Vert parce que ça avait été traduit en japonais à la télévision là-bas. Alors, on pourrait pas dire que c'est une religion, mais c'est des fans, des fanatiques ou des... Ah oui. Alors, on retourne à la table ronde. Là, je lui pose la question qui tue à ce professeur d'université de Laval. Voici, est-ce que le livre d'Urantia serait d'une source? On l'écoute. Je suis bien d'accord qu'Urantia est bien écrit. En ce sens-là, je suis parfaitement d'accord. Je vous pose une question bien dangereuse. Oui. Ce livre-là, si bien écrit, mentalement si bien construit, ne serait-il pas l'influence des forces sataniques, des forces démoniaques, des forces de Belzébuth qui agissent par en dedans de l'être humain pour l'amener dans un cul-de-sac philosophique qui l'amène à croire encore, plutôt qu'à des choses vraiment immatérielles et spirituelles, que tout ça se réduit en 2000 pages pour le cerveau humain. C'est ça la structure mathématiquement explicable à l'être humain d'aujourd'hui. Regardez bien. Un livre comme d'autres choses... Ça ne peut pas être un livre diabolique. Je réponds là. Ça dépend de la structure mentale de celui qui le lit. Moi, personnellement, Urantia, je n'ai rien senti de diabolique dedans. Parce que j'ai de la misère à sentir du diabolique dans n'importe quel livre. Incluant la Bible? Incluant la Bible, jusque-là. Donc, il reste par contre que ça appartient à la littérature qui peut être interprétée très différemment selon le lecteur, selon le receveur. Et en ce sens-là, je suis beaucoup plus proche des croyants, si vous voulez, que des gens de l'extérieur qui verraient qu'il s'agit là d'un livre... Est-ce que c'est un livre anathème par rapport à l'Église catholique romaine? Écoutez bien, Urantia est né chez des protestants à Chicago qui avaient des petits motons contre les catholiques. Les petits motons, on peut les nommer le célibat des prêtres, la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, la doctrine de l'expiation, atonement. L'Eucharistie, la présence réelle dans l'Eucharistie. Pourquoi les protestants sont-ils réveillés à ces vérités 500 ans avant les catholiques ou 400, 600? Ouais. Là, on fait dévier le débat. Mais je vais juste vous dire que Urantia est né à cet endroit-là et ça ne me surprend. Ben oui, ça l'importe parce qu'on en voit des traces. Moi, quand Urantia me dit... Si nous, les catholiques, on a découvert que 400 ou 500 ans après les protestants, les vérités que les protestants ont découvertes, et je dis pas à travers Urantia, là, je parle à travers notre réflexion personnelle, que ce soit les théologiens catholiques, qui en viennent à admettre aujourd'hui que c'est les protestants qui avaient raison. On regrette, mais ils en ont pris plus vite. Oui. Et ça, on le savait. Dans notre génération, en tout cas, née depuis les années 50, on sait ces choses-là. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous est comme inspiré ou révélé de l'intérieur. C'est bien qu'on a beau être élevé dans un séminaire, on s'est rendu compte du mouvement des défroqués dans les années 60, parce que, justement, les gens s'éveillent. L'esprit souffle. Et actuellement, il y a un éveil. L'esprit de Satan est en train de disperser le troupeau. C'est plaisant. J'ai de mon bord, d'un côté, un avocat du diable, de l'autre côté, un saint, puis à côté de ça, j'essaie de représenter, de vous dire ce qu'il y a dans le livre. Le seul point que je voulais souligner, c'était que Urantia est né dans un milieu protestant. Et j'ajoute encore un élément, c'est que les protestants insatisfaits de leur école biblique du dimanche, ça leur est dit, venez chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout à leur honneur. Et, bien sûr. Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Urantia se présente comme un livre. Et moi, dans les conférences, j'ai toujours eu un certain attrait pour quelque chose qui passe inaperçu, je dirais, chez les protestants d'origine. C'est ce qu'ils appellent le support de la révélation. Les catholiques appelleraient ça l'ostensoir. Oui. Vous savez que l'ostensoir est là pour nous présenter, dans le monde catholique, Jésus hostie. D'accord? C'est le support. Pour Urantia, la révélation, c'est le livre. Alors, un des rares éléments, je dirais le seul gadget
À part la Bible. Religieux que Urantia, non, que la Urantia Foundation et la Urantia Brotherhood ont commercialisé, c'est le support à la révélation, qui est tout simplement un étui pour traîner The Urantia Book un peu partout. Et ça m'avait vraiment surpris, ça. J'ai dit, comment ça se fait, eux qui se prétendent vraiment être concentrés sur le livre? Parce que la Urantia Foundation, lorsque vous regardez ses objectifs, c'est protéger le livre selon les droits d'auteur, etc., faire en sorte que personne n'y ajoute, que personne n'y retranche quoi que ce soit. Comme donc, dans la Bible, on ne doit pas y changer un iota. On doit pas. Il faut que je te mentionne absolument, c'est que ton attitude est typiquement celle des docteurs de la loi ou des pharisiens. Je voudrais te répondre là-dessus que quand on lit Urantia, on n'a absolument pas besoin de ces explications. Ou ces potinages. C'est ça, oui. Les potinages. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, par exemple, l'ajusteur de pensée dont on parle dans Urantia, qui est cette merveilleuse révélation sur l'amour de Dieu qui nous habite. Et quand on lit Urantia et qu'on sait, on le sait de nous-mêmes avant d'ouvrir Urantia, c'est des choses que tout le monde sent en soi, la conscience d'exister, qu'on découvre très jeune. On n'est plus sans exister autour de 5, 6, 7 ans, on découvre qu'on existe. Et dans Urantia, on nous révèle que c'est l'ajusteur de pensée à ce moment-là qui est arrivé dans nos vies, dans notre conscience, dans notre pensée. Quand on lit Urantia, effectivement, je me suis même surpris à certains moments à savoir ce qui était écrit d'une certaine manière inspiré avant même de le lire, parce que celui qui lit et celui qui m'accompagne dans ma lecture sait ce qui se trouve dans cette vérité. Guy, en 3 minutes, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu viens d'entendre? C'est... Je t'ai pogné là. C'est des choses que tu n'as pas entendues avant, puis il va être peine. Écoute, moi, là, j'y vais... Tout ça, ces choses-là, j'y vais par ressenti. Je vibre. Si, admettons, je prendrais le livre d'Urantia et je commencerais à le lire. Comme la Bible ou un autre livre. Oui, n'importe quel livre. Mm-hmm. Si je vibre pas, je le lirai pas. Si je le ressens pas, c'est pas pour moi. C'est tout. C'est pas pour moi pour cet instant-là. Peut-être plus tard, mais pour moi, si ça vibre pas, est-ce que Bernard te fait vibrer? Bernard, il y a des choses qui me fait vibrer. Il y a des choses non, mais il y a des choses oui. Est-ce que Bernard t'incite à l'amour du prochain, à l'amour de l'être humain ou l'inverse? Bernard m'incite à... Oublie pas, je t'ai dit avant de faire l'émission, Guy, tu représentes une grande partie du public qui nous écoute. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ta position là devant l'écran en se disant « Qu'est-ce que j'y répondrais? Maudit! » Tu sais, c'est pas facile de trouver les mots. Bernard m'incite à pouvoir aller de l'avant sur mon cheminement personnel et spirituel. Vers l'amour du Père ou vers l'amour. Parce que Bernard n'a pas été un grand amant ou aimant. Non. C'était mais ça m'amène à l'amour parce que je l'ai en moi. Ça me permet d'aller là. Oui. Oui. Depuis que tu écoutes du Bernard, est-ce que tu es bon? Je dis pas plus intelligent. Ça se peut que tu sois plus intelligent depuis que tu écoutes Bernard. Mais est-ce que tu es plus la voix du cœur? Est-ce que tu es plus meilleur? Il y a bon, mais il y a meilleur que bon. je me sens meilleur de moi-même parce que j'aide les gens. Physiquement, ça peut être physiquement, émotionnellement. Oui. Je les aide parce que ça m'a aidé beaucoup à moi, donc je redonne. Là, tu as vu que mon frère Léonard a confronté le prof d'université. Oui. Mais on a laissé parler beaucoup le prof d'université, plus que les deux autres gars. Mais à la fin, avant qu'on se quitte, on va écouter Léonard, mon frère, qui va renfoncer le clou définitivement. Mais juste avant, on va encore
réécouter un petit coup de Bernard de Montréal. Juste question de bien saisir l'un et l'autre qui sont pas pareils, mais vraiment pas pareils. Alors, on écoute encore Bernard de Montréal. La prise de vue fait pitié, la qualité de l'image. Ça vient pas de moi, là. C'est quelqu'un qui met des extraits de Bernard de Montréal sur Internet en se servant d'images, des fois, qui laissent beaucoup à désirer. Mais ce qui compte, c'est pas l'extérieur, c'est le message. On écoute Bernard. Exact. Des fois qu'on retrouve dans la cosmogonie d'Urantia, que pensez-vous de la cosmogonie d'Urantia et aussi des termes qu'on entend chez Sri Aurobindo comme le supplémentaire. Alors que pensez-vous de la cosmogonie d'Urantia, puis par extension de Sri Aurobindo? J'ai déjà dit que la cosmogonie d'Urantia c'est un grand livre, mais la connaissance n'est pas dans les livres, et qu'il faut le lire lentement, pas avec l'intellect ou pas avoir faire une mauvaise digestion. Et Sri Aurobindo, c'est un grand bonhomme, c'est un grand être, c'est un grand maître, c'est un type qui a vu déjà, qui a senti, et qui a essayé d'expliquer, et qui a même très bien expliqué le phénomène de la venue de la conscience supramentale sur la Terre. Sri Aurobindo, c'est un des grands hommes qui a foulé le sol de notre planète. Souvent, j'emploie des mots qui ont été développés par ces hommes, parce que les mots qu'ils ont développés sont précis et ils veulent dire exactement ce que je veux dire. Inutile d'employer des termes nouveaux pour créer plus de confusion dans l'esprit du l'homme. Puis, Mikhail Ivanov. Oui, il y en a d'autres grands maîtres aussi. Bernard a lu des livres comme la cosmogonie des Rose-Croix, la cosmogonie d'Urantia, des cosmogonies, c'est-à-dire le A jusqu'à Z de l'évolution de l'univers. Univers quelque chose qui est dans un monde invisible, ce que j'appelle le nouménal, puis nous on est dans le phénoménal. Mais derrière tout ça, l'être humain a un cerveau biologique, il se régénère, il se nettoie, mais il vieillit, puis à un moment donné, il déraille. Le cerveau électronique, ben il peut rouiller peut-être, ou les composants, les synapses se font moins bien, et le fonctionnement est pas le même non plus que le cerveau biologique. Et dans le biologique, il y a une grosse partie d'émotion, il y a une grosse partie de champ magnétique qui agit, l'astral, qui agit à déformer. Moi, tantôt, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu retiens des propos que tu viens d'entendre, c'est comme le disait l'intervenant, le professeur de l'Université Laval, il dit, finalement, on trouve dans le livre ce qui nous ressemble. On trouve dans toute communication entre humains, entre extraterrestres, entre frères et sœurs ou tout, ce qui fait notre affaire. On réalise pas que le plus important, c'est d'essayer de saisir ce qui fait pas notre affaire. Et pourquoi ça fait pas notre affaire? Pourquoi ça nous fait mal? Pourquoi ça nous dérange? Pourquoi on veut pas nous entendre parler? Pourquoi ce qui sort du moule dérange la foule? C'est un cheminement ésotérique qui est initiatique. Et là, en terminant, mais je vais revenir avec toi pour qu'on finisse l'émission ensemble, toi et deux. Tu vas écouter Bernard, tu vas écouter Léonard. Ben oui, il y a Bernard, il y a Léonard, puis il y a Richard. Les trois pétards en or. C'est ce que la voisine avait dit à sa galerie quand mon père nous avait appelés pour dîner. « Hey les garçons, le dîner est prêt. Richard, Bernard, Léonard. » Puis la bonne femme d'autre bord sur la galerie. « Les trois pétards en or. » On l'a trouvé bon, on l'a applaudi. C'était bon. Alors, on va écouter mon frère Léonard qui, attention, ça s'adresse pas à tout le monde. Les propos qu'il va tenir, c'est pas ceux qui en fument du bon qui vont le comprendre le mieux. Définitivement. On l'écoute. Ah ouais, mon Léonard, à ton tour, la parole. D'en bas ou d'en haut, pourvu que ce soit la vérité. Bon. Que le Christ, qui est la vérité incarnée, parce que, justement, depuis la venue du Christ, on a découvert que l'esprit d'amour du Père n'est pas suffisant. Il faut que cet amour soit qualifié dans la vérité. Un amour qui n'est pas vrai et hautement dangereux. On sait ce qu'il a fait faire comme guerre de religion, de croisade, etc. Tout au nom de l'amour. Mais on ne peut pas, de Dieu, c'est ça, mais c'est le sens de l'amour. L'amour fait faire des bêtises, fait commettre des meurtres.
Mais dans le sens qualifié par Jésus, par le Christ, il ne peut pas être de cet ordre. L'amour ne peut pas être faux. Nous trois, par exemple, qui aimons Urantia et qui sommes arrivés par faim et soif de vérité, on ne peut pas ne pas ressentir notre unité spirituelle, mais jamais notre uniformité comme une secte. Et Urantia ne pourrait jamais être déformé au point de tomber dans l'uniformité. C'est justement pour ça qu'il reste dans l'unité, parce que chacun a sa religion en lui-même. Notre relation avec Dieu, avec l'amour qui nous habite, qui est Dieu, ça ne se découvre avec personne d'autre qu'avec soi-même, au fond de soi-même. Par contre, les fruits se transmettent à l'extérieur, aux autres. On comprend que l'évolution de l'univers est faite par l'amour. La réalité, c'est l'amour. Ce qui n'est pas dans l'amour n'existe pas. Te souviens-tu de Béline, par exemple, son garçon qui était mort? Béline avait demandé à son fils, grand-papa, grand-maman, est-ce qu'ils sont au ciel ou est-ce qu'ils sont avec toi? Tu sais? Il dit, bien sûr, ils étaient amour. Alors, plus tu t'approches de Dieu par l'amour, plus tu existes. Plus tu t'éloignes, parce que tu aimes de moins en moins, moins tu es réel. Tu te sépares toi-même de la réalité. Tu dois être d'accord avec ça, Guy? J'existe. Oui. Oui. Au plus profond de mon être. C'est ça. Tu le laisses entendre depuis le début de l'émission. Puis, regarde, vois-tu, l'apothéose de l'émission que j'avais prévue, c'était d'amener mon frère avec ces propos-là qui amènent une élévation de la conscience, une élévation de l'amour, une élévation de la raison d'être. Si t'es pas amour, t'as pas de raison d'être. Et si t'as pas de raison d'être, tu vas l'apoptose, comme les cellules du corps, elles éclatent. Elles s'auto-détruisent d'une certaine façon. On a appris que le cancer, c'est pas une maladie dégénérative, c'est une maladie de manque de contact. Elle n'a plus la relation avec les autres. Et elle crie son désespoir de ne pas être. Alors, elle provoque la communauté, elle se multiplie, parce qu'il n'y a plus rien pour l'arrêter. Elle n'appartient pas à une communauté, elle appartient à rien. Alors, elle est là. Comme ceux qui achètent des grosses dépenses d'argent, puis tout ça. D'autres qui vont aller. Les fameux 7 péchés capitaux, c'est vraiment la base des problèmes de notre humanité, les 7 péchés capitaux. On en a déjà parlé dans les émissions d'ésotérisme expérimental, encore dans les dernières années. Là, j'imagine que tout le monde doit se rendre compte que les samedis soirs, c'est des directs. J'ai eu le téléphone de notre ami Guy à peu près à 1 heure avant qu'on commence l'émission. J'avais quelqu'un d'autre de prévu pour aujourd'hui qui a désisté. À la dernière minute, il m'a appelé 5 minutes avant que tu m'appelles, Guy. Puis il m'a dit, je peux pas être là. C'est pas facile de s'adresser en public et puis devant une caméra puis qu'il y a tout le monde qui nous écoute. On sait pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça. On va lire vos commentaires. Il y en a qui sont massacrants des fois, qui nous enlèvent le goût. Mais il y en a d'autres qui sont d'amour. L'amour, ça construit, ça bâtit. Ça fait quelque chose. Le reste, ça détruit puis ça aide à rien. Ça produira pas de vie, ça produira rien au bout de la ligne. Alors, c'est à vous de participer autant que possible. Vous pouvez m'écrire à l'adresse de glenufo@gmail.com. Puis, un numéro de téléphone, si vous êtes dans la province de Québec, je vous rappelle, on se fait un test avec la caméra webcam, puis après ça, on peut s'entendre pour le samedi. Je pourrais même vous envoyer le contenu de l'émission qui s'en viendra pour samedi prochain d'avance, de façon à ce que vous vous prépariez mentalement et intellectuellement, puis à partir de là, on peut faire des bonnes émissions. Notre ami Guy, merci beaucoup d'avoir participé. Tu as été un petit peu dépassé par les événements, tu savais pas de quoi on était pour parler, puis dans les détails. C'est bien correct. Mais tu été très bien, parce que tu es allé droit au but dès le début de l'émission. Tu es allé le dire, moi c'est l'amour. Et c'était vers ça qu'on s'en allait. C'est l'amour. Oui. T'as misé dans le mille, mon vieux, c'est très bon. Hey. Oui. La vérité. Vas-y, je te laisse la parole, t'as pas parlé. Vas-y. Oui. La vérité, Richard, on a chacune une vérité. Donc, ta vérité est peut-être pas comme la mienne,
mais peut-être aussi bonne que la mienne. Donc, c'est le respect de l'autre. On a chacune vérité. C'est mettre l'amour avec. Alors, dans l'émission qui est le reportage du Congrès, on va entendre la conférence que mon frère a donnée au Congrès. Il l'a donnée en français, puis il l'a donnée en anglais, parce qu'il y avait presque 2000 Américains qui étaient venus, la plupart en automobile, parce que le Québec est facile de se promener en auto. On voyait les licences dans le stationnement. Au début du reportage que j'ai fait, j'ai filmé les licences d'automobiles américaines. Il y en avait plein. C'était presque toutes des licences américaines. Et ils venaient au Québec un peu comme s'ils allaient faire un tour en Europe, parce que ça parle français beaucoup. Et j'en ai interviewé plusieurs qui aimaient essayer de parler français, de dire 2-3 mots. C'était bon, mais l'idée, c'est que graduellement, on arrête de tourner en rond, qu'on soit obligé de s'impliquer avec des intentions. C'est toi qui as soulevé le mot intention ce soir. Oui. La magie opérationnelle part de l'intention. L'intention. Mais la magie bonne, aussi bien que la mauvaise. C'est le principe de la magie, l'intention. Ah oui, t'as dit des mots-clés et t'étais pas insignifiant. T'as été très signifiant. Ça a signifié ton passage. Beaucoup. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Ben, c'est un plaisir pour moi, Richard. Ça faisait longtemps, puis oui. J'ai bien aimé ça. C'est le fun. Oui, hein? Oui. Ben, continue à fouiner du Bernard, mais t'as entendu Bernard pour parler de la cosmogonie d'Urantia ou du livre d'Urantia. C'est un livre parmi tant d'autres livres. Exact. Tu prends, comme tu dis, ce qui te fait du bien, tu le prends, puis ce que tu sens pas, tu vibres pas, comme tu disais, j'y touche pas ou je le laisse de côté. C'est ça. Tu as dit des grandes vérités. Hein? Ça n'a pas été long, ça a été dans des mots-clés. Ben, c'est ce que je vis à tous les jours, Richard. Oui. C'est ce que je vis à tous les jours. Et je te souhaite une belle émission la semaine prochaine avec Jean Deflore. Oui. Dimanche, pas demain, mais dimanche la semaine prochaine. On va être rendu au mois de mai. Oui. Le mois de Marie. Ben oui. Ben, bravo. Alors, pour tout le monde, c'est un rendez-vous au prochain Vidéorandia. Je pense que ce soir, on est resté dans le temps. On n'a pas débordé. Ça va devenir l'intégrale du Vidéorandia. Ce que vous venez d'assister, c'est pas seulement comment est-ce que j'appelais ça, du en direct, mais c'est un Vidéorandia en bonne et due forme. Alors, on va regarder le générique final et ça va terminer sur un noir qui va durer assez longtemps. C'est que je vais mettre, évidemment, vous aurez l'occasion de le voir par après, l'image d'une émission, ben ça va être justement l'émission de la table ronde qu'on vient de voir, plus le reportage du congrès quand il va être prêt. Je vais aller le mettre là à la fin. Vous aurez qu'à cliquer sur cette image-là quand il va être là, quand il va apparaître, et vous aurez accès directement aux deux émissions en rapport avec la table ronde sur le livre d'Urantia et le congrès international qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe en 1993 sur le livre d'Urantia aussi. Merci, Guy. Merci, Richard. Merci tout le monde de votre attention et puis soyez indulgents, on est encore dans les prémices de comprendre comment toute la mécanique fonctionne bien. On se quitte là-dessus. À la semaine prochaine. C'est ainsi que se termine cette très belle rencontre, très semblable le en direct, avec quelques modifications presque imperceptibles parfois. Maintenant, je vous invite à aller regarder le débat, les gens qui étaient autour de la table qui ont discuté avec mon frère, et aussi d'aller voir le fameux reportage au Congrès international des lecteurs du livre d'Urantia à Saint-Hyacinthe en 1993. Je profite de l'occasion pour lancer l'invitation à quiconque est intéressé à participer à cette émission lorsque je suis en direct les samedis soirs. Pas besoin d'être un spécialiste dans un domaine ou dans un autre, simplement si vous êtes déjà un auditeur et un spectateur régulier des rencontres Vidéorandia des samedis soirs ou encore un abonné au club créé, ben c'est certain qu'on va trouver un terrain d'intérêt pour tout le monde. Et j'aimerais pas être obligé de faire les émissions en direct tout seul. Alors écrivez-moi à l'adresse glenufo@gmail.com
Et laissez-moi votre numéro de téléphone si vous êtes de la région de Montréal et même de toute la province de Québec. Pour moi, il n'y a pas de frais d'interurbain. Et on peut plus facilement s'adapter et faire des tests ensemble avant le samedi soir. Et aussi, laissez-moi votre champ d'intérêt. Ça va être pas mal utile pour pouvoir s'ajuster tout de suite. Alors, plaisir de vous lire, ici peut-être dans les commentaires sous le vidéo Randia. Et à bientôt.